On discute un soir et ils disent ouais, qui va percer en premier et tout. Il y avait des votes et en fait, moi, genre, j'étais même pas dans le débat, tu vois. Ça m'a foutu la haine. Je suis allé le voir, je dis frérot, t'es mal les messages, ils pensent qu'on va pas percer. Vas-y, on va les tuer. Et donc, c'était catastrophique les premières vidéos, je vais pas te mentir. C'est-à-dire que je parle, on dirait que j'ai une arme pointée sur la tempe, je suis comme ça. Les cuts, ils sont horribles, les zooms d'un coup, ça zoome sur mon nez, on sait pas pourquoi. Tu sais que des fois, on dit toujours faut jamais abandonner. Je te jure que des fois, faut se dire qu'il faut abandonner. Mais en fait, quand t'abandonnes un projet, c'est peut-être aussi parce qu'il y en a un autre qui va sourire derrière. Tu galères à faire grandir ta chaîne YouTube et si je te disais que tu pouvais multiplier ta visibilité sans passer des heures en montage, aujourd'hui si tu veux faire connaître ton contenu, tu ne peux pas juste compter sur l'algorithme YouTube. Il faut aller chercher l'audience là où elle est, c'est-à-dire sur les formats courts. Mais le souci c'est que ça prend du temps, t'as pas forcément les compétences ou les moyens de payer un monteur, mais c'est là où Nexus Clip change totalement la donne et avec leur intelligence artificielle, il suffit de leur donner la vidéo complète et ils te sortent direct les meilleurs extraits prêts à poster partout sur toutes les plateformes. Et mieux encore, tu peux même lui demander spécifiquement, par exemple, trouve-moi les passages où je parle d'argent et il te sort directement le clip prêt à être posté. Nexus Clip, c'est une plateforme ultra simple à utiliser. Tu vas sur nexusclip.com, tu colles le lien de ta vidéo et l'IA fait le reste. C'est rapide, efficace et surtout ça te fait gagner en visibilité. Va sur nexusclip.com et en plus avec mon code créateur, tu as 10% de réduction dès maintenant. Alors n'attends pas, commence à faire grossir ta chaîne aujourd'hui avec nexusclip.com. Nouvel épisode de Créateur de succès. Aujourd'hui, on est avec BR10, youtubeur foot à plus de 50 000 abonnés. Comment vas-tu, BR? Salut Nix, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. On se connaît depuis longtemps, on va l'expliquer j'imagine, mais ça fait plaisir que tu m'interviewes entre guillemets. Justement, on va commencer direct sur tes débuts. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie au début de lancer une chaîne YouTube sur le football? Ce qui m'a donné envie, c'est un mix de tout, de plusieurs choses. Premièrement, c'est que, bah, forcément j'avais des exemples, notamment, Willou, et Talk My Football, qui étaient des mecs que je suivais et je me disais: «Putain, ça a l'air cool» et cetera et moi j'ai toujours kiffé faire des vidéos, tu vois, à l'époque, je m'étais lancé sur, FIFA, tout début, en 2015 avec un ami à moi, en mode carrière manager, fut et cetera. Parce que Ouais, j'étais un gros geek à l'époque, j'avais 14-15 ans, tu vois? normal. Normal et après je me suis dit, bah, forcément je jouais de moins en moins aux jeux vidéo et ma passion ça a toujours été le foot. Je me suis dit: «Putain, ça serait stylé quand même que j'arrive à communiquer, à transmettre un peu ma passion, avoir une petite communauté et cetera». Donc voilà, je me suis lancé sur le foot mais sans me dire que j'allais en faire un métier ou que, tu vois, là, quasiment 3 ans plus tard, ce serait ce qui me fait manger. C'était plus en mode, un à côté, tu vois? Ouais, donc quand t'as lancé, t'avais pas d'objectif précis pour la chaîne. Non, juste, en limite aussi, il y avait le truc de j'ai envie de me faire progresser en montage vidéo parce que j'y connais rien, plein de trucs comme ça, tu vois? En mode professionnellement, ça va m'apprendre des trucs et vu que j'étais encore dans les études, je voyais plus ça limite comme un stage en plus de mes études que vraiment un truc où ça pourrait devenir mon métier, quoi. Ok. Et du coup, à quoi ressemblaient tes premières vidéos? Parce qu'on imagine que t'avais pas le casque micro Sennheiser que t'as maintenant là, qui coûte, je crois, plus de 500 balles si je me souviens bien. Ah, À quoi ressemblaient les premières, du coup? bah, les premières du coup, c'était en 2015, donc c'était avec mon pote, Lilian, qui se reconnaîtra. Donc notre chaîne s'appelait, les FIFA Artistes, en mode Ah, pas FIFA et mal. artistes, tu vois? Et donc on faisait des vidéos à 2 facecam, on se tapait des barres en jouant à FIFA. Donc ça a duré 1 an. Après on a arrêté parce que on n'a pas eu la force mentale des Michou, des Inoxtag, quand tu arrives au lycée, que vas-y les gens ils disent: «Ah ouais, c'est vous les youtubeurs, tu as 500 abonnés», toi c'est un peu la honte, tu vois? Même Ouais. avec les meufs et tout, toi ça passe pas très bien. À l'époque, tu vois, tu étais youtubeur, tu étais un puant, quoi. Donc on n'a pas eu la force mentale, on a arrêté au bout d'1 an, mais on a bien rigolé. Et il y a encore 2-3 vidéos que j'ai laissées en public sur ma chaîne en plus, donc voilà, j'ai récupéré cette chaîne à 500 abonnés, je crois, à peu près, donc en 2022, fin 2022 et c'était quoi la question déjà? Ouais, c'était à quoi ressemblaient les premières Ah vidéos? ouais et donc 1re vidéo, je me relance. Au début, je me dis: «Je vais faire une carrière FIFA avec, le FC Nantes» parce que j'habitais à Nantes. Je suis pas nantais, mais j'habitais à Nantes pendant très longtemps et je me suis petite carrière FIFA et puis au bout de 2-3 vidéos, je me suis dit: «Non, j'ai envie de parler de foot en vrai». Ça me saoulait de faire du FIFA. J'avais même pas de PS5 en plus, c'est-à-dire que j'allais chez un mec jouer à FIFA, m'enregistrer, donc c'était une horreur et donc j'ai commencé à faire un mercato parfait du PSG en premier. Donc c'est toujours un concept que je fais maintenant d'ailleurs
Et ça a commencé à bien prendre. J'avais dû faire 10 000 vues alors que j'avais 500 abonnés. J'ai enchaîné avec le mercato parfait du FC Nantes. Et Oh. donc c'est pour ça que j'ai une grosse communauté nantaise. Parce que je viens de Nantes, carrière FIFA Nantes, mercato parfait du FC Nantes. Et donc c'était catastrophique les premières vidéos, je vais pas te mentir. Mais enfin, si tu regardes mon premier mercato parfait du FC Nantes ou du PSG, t'as envie de te tirer une balle. C'est-à-dire que je parle, on dirait que j'ai une arme pointée sur la tempe. Je suis comme ça. Les cuts, ils sont horribles. Les zooms, d'un coup, ça zoome sur mon nez, on sait pas pourquoi. C'est horrible, mais bon, faut bien commencer un moment. Bah ouais, t'as parlé de force mentale tout à l'heure en parlant d'Inoxtag et Michou. Il y a eu un moment où t'as rencontré des difficultés où tu t'es dit peut-être que c'est pas la bonne voie. À quel moment t'as commencé à douter de la chaîne? Parce que là, par exemple, t'as dit que t'avais des vidéos à 10K, etc. Mais à un moment, quand même, tu t'es dit peut-être que c'est pas ma voie. Ouais, de À fou. quel moment c'est arrivé? De fou. En gros, c'était au moment où en plus on bossait ensemble, entre guillemets. Donc, Ouais, je sais pas si c'est le moment pour en parler, mais ouais, vas-y. du coup, Nix, donc t'as 2 chaînes maintenant qui s'appellent Foot Central et Paris Central, plus celle-ci, créateur du succès. Et donc, t'étais venu me chercher du coup pour Foot Central à l'époque. Je sais pas si t'avais déjà lancé le projet ou si le projet était Non, c'était les débuts. c'était les tout débuts. Donc tu m'avais envoyé un message, pour qu'on fasse des lives et cetera, parler du foot, parce que tu avais une chaîne Pro PSG, tu voulais avoir une chaîne, du foot. Moi, j'ai déjà 2 000-3 000 abonnés, ça faisait 2-3 mois que j'avais commencé. Et donc voilà, je partais vivre en Angleterre pour 1 an pour mes études. Donc j'étais content. Toi, j'avais ça avec, toi, avec Recoba, avec, French Premier League David, Vince United et cetera. Et à côté, donc Belle j'avais ma époque. chaîne et au bout de quelques mois, à force de faire ça et cetera, moi, de mon côté, ça marchait pas du tout d'ailleurs. Et donc c'est à ce moment-là, j'en avais parlé avec Recoba d'ailleurs, David aussi. Vers, février-mars, je faisais des vidéos, tu vois, 200 vues, 300 vues. Pourtant, genre, j'avais pas beaucoup de cours, tu vois, j'avais 10 heures de cours à la fac à peu près en Angleterre. Donc j'avais le temps pour mes vidéos. Donc quasiment tous les jours, je me butais. Moins que maintenant, mais je travaillais quand même beaucoup et il y avait aucun résultat. De temps en temps, une vidéo sur le PSG pouvait faire 5 000 vues, tu vois, mais c'était grand max. Donc ouais, j'ai commencé à vouloir arrêter. Surtout que forcément, le gros piège quand tu es sur YouTube et tout, sur les réseaux, c'est de te comparer aux autres, tu vois. Et je voyais par exemple, mes frérots, French Premier League, Recoba, pardon, qui faisaient du meilleur taf que moi, je les trouvais meilleurs que moi et ils faisaient plus de vues que moi, plus de tout, quoi. Et donc je me rappelle une fois, on a une conversation avec David, French Premier League, Vince United et donc, Recoba. Et on fait un jeu en mode on discute un soir et ils disent: «Ouais, qui va percer en premier et tout?» Et il y avait des votes et en fait, c'était soit les gens votaient pour, David, soit ils votaient pour Recoba. Mais moi, genre, j'étais même pas dans le débat, tu vois? Ouais. Et ça m'a foutu la haine. Genre pendant 2-3 jours, je me Mmh. suis dit: «Vas-y, je vais arrêter». En fait, ça m'a tellement foutu la haine. Je me suis dit: «Ah ouais», je suis allé voir mon coloc le Tché qui travaille sur moi, avec moi sur la chaîne, pardon. Je suis allé le voir, je dis: «Frérot, tes mal les messages, ils pensent qu'on va pas percer. Vas-y, on va les tuer». Et là, on a commencé à changer de stratégie. Je me suis dit: «Vas-y, on va faire des vidéos plus travaillées, moins de vidéos», parce que je sortais genre 4 vidéos par semaine. Là, je me suis 1 ou 2 vidéos par semaine plus travaillées. C'est à ce moment-là que ça a commencé à bien marcher. Mais à ce moment-là, est-ce que aussi, parce que là, tu as donné ton côté à toi, est-ce qu'au niveau de ton entourage, il y a eu peut-être des retours aussi qui te disaient, «Bah, ton truc il marche pas, faudrait que tu ailles chercher un taf», par exemple, ou des trucs comme ça? Non, Ou on t'a toujours poussé? non, franchement, on m'a toujours mes parents, ils étaient pas trop dans le délire. C'est-à-dire que ma mère, elle Ouais. regardait quand même parce que, vu que j'étais en Angleterre, tu connais, je manquais à ma mère, donc elle mettait les vidéos en fond juste pour entendre ma voix le soir et tout. Mais, elle connaît rien au foot et mon père non plus connaît rien au foot en plus. Mon père, il a jamais trop regardé, mais ma mère, ouais, elle a toujours regardé, mais non, mes potes, ils m'ont toujours, dit que c'était stylé, alors que franchement, quand je regarde, c'était nul à chier, hein. Je sais pas pourquoi ils me disaient que c'était stylé. Limite, ils auraient dû me dire qu'il fallait pas arrêter, mais ils auraient dû me dire de changer des trucs. Mais non, on m'a toujours plus ou moins soutenu. Même, tu vois, quand j'étais en Angleterre à 3 000 abonnés, des trucs comme ça, quand j'étais avec toi sur Foot Central, je sais qu'il y a plein de gens, tu vois, qui me parlaient comme si j'avais 100 000 abonnés et genre, ils me disaient: «Putain, c'est trop stylé ce que tu fais, continue, j'aime trop ton taf». Je comprenais pas parce que c'était vraiment éclaté. Donc non, on m'a toujours soutenu et en plus, j'ai eu le truc, je sais pas si c'est une de tes prochaines questions, mais moi, j'ai jamais eu le déclic ou le changement où, tu sais, à un moment, on te reconnaît un peu dans la rue, tout ça. Parce que moi, dès le début, genre même quand j'avais 1 000 abonnés, j'allais à la Beaujoire, quand j'habitais à Nantes, tu sais, on me reconnaissait déjà.
Ouais. Donc j'ai jamais eu la bascule en mode à un moment à me dire putain là ça commence à marcher. Parce que dès le début, il y avait déjà des gens qui aimaient mon travail alors que c'était nul, tu vois. Donc voilà, Ouais. C'était ultra niche, sur Nantes, donc c'est ça. C'était forcément, Nantes tu et pas besoin de PSG, 10 000. mais tu connais le Ouais. PSG, il y a déjà l'immigré parisien, il y a tout le monde dessus, il y a Willow. Forcément, tu fais une vidéo sur Nantes, bah, tu le premier quoi, donc il y a forcément des gens qui t'identifient direct. Mais du coup, à ce moment-là, tu as changé de type de contenu. Tu es passé à du coup, tu t'as dit, par exemple, une vidéo, par semaine. Qu'est-ce que, vraiment tu as changé dans tes vidéos? Est-ce que tu as essayé d'optimiser pour garder les gens le plus longtemps? Est-ce que tu t'es dit, «Bah, moi, je veux juste faire des sujets intéressants»? Qu'est-ce que tu as ciblé pour que tes vidéos, elles décollent? En fait, je peux le dire publiquement, je pense. J'ai fait donc, une sorte de ce qu'on appelle un benchmark, tu vois? Genre une étude de marché un peu des concurrents et j'ai regardé, comment Willow il avait percé, tu vois? Parce que moi je le suis depuis le tout début Willow et en fait j'ai compris qu'au début, ses vidéos, il a toujours été très intéressant quand il parlait, c'est pas le problème, mais ses vidéos étaient aussi belles qu'intéressantes, tu vois? Alors que maintenant Willow il s'en fout, tu vois? Il a sa communauté, il sait qu'il est bon dans ce qu'il dit, il te fait des screens sur Transfermarkt, il zoom, il en a rien à faire du visuel. Il le dit lui-même. Alors qu'au début, tu regardais, c'était hyper travaillé visuellement et cetera. C'est donc là que j'ai compris que mon pote, donc le Tchèque qui travaillait avec moi sur la chaîne qui est graphiste, avant il me faisait un peu des tutos, me montrer comment faire. Là, à partir de ce moment-là, il a été plus en mode, c'est lui qui fait mes miniatures à 100. Je lui demandais des assets, je lui demandais plein de trucs et maintenant c'est son métier d'ailleurs. C'est bien, ça l'a fait travailler, ça l'a fait progresser aussi et je me suis dit: «Vas-y, mes vidéos, faut qu'elles soient belles». Je sais que ce que je dis, c'est pas des conneries. Je sais que quand je fais une vidéo, pour moi, je maîtrise mon sujet, sinon je ferais pas la vidéo, mais j'ai envie que les gens, bah, c'est inconscient, tu vois? J'ai envie que les gens, ils cliquent dessus forcément et qu'ils restent parce que c'est beau, le montage, il est travaillé. Donc tu vois, je montais avant sur, CapCut, je suis passé sur Premiere Pro. Forcément, au début, c'était dégueulasse, ça a pris du temps, mais maintenant, je suis à l'aise sur Premiere Pro, donc je fais des montages sympas et voilà, c'est ça. Je me suis dit, «Faut baisser la quantité pour augmenter la qualité». Normalement, on dit que quand on commence sur YouTube, c'est l'inverse, faut faire beaucoup de quantité, peu de qualité et moi, ça marchait pas en faisant cette stratégie, donc j'ai changé. Je me suis dit: «Plus de qualité, plus de montage, plus de recherche». Et puis voilà, tu vas faire des vidéos un peu plus concept, moins d'actu. Parce qu'avant, par exemple, je m'en souviens on avait un truc où, c'était pendant la coupe du monde 2022 en décembre, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, il y avait toutes les vidéos débrief et cetera, moi ça marchait pas. Et il y avait CR7 qui signait à Manchester United ou qui partait de Manchester United, je sais plus, je crois qu'il partait. Et j'avais fait une vidéo, genre, la news a été sortie à 18h. J'étais le premier à 18h25, j'avais fait une vidéo, elle était en ligne et tout. Nous, sur notre groupe, avec toi et tous les autres, vous me disiez: «Ah ouais, ça va exploser, tu été trop rapide, bien joué et tout». La Ouais. vidéo, elle a fait 100 vues, je l'ai mis en privé le lendemain. Et je me suis dit: «Putain, même quand je suis hyper rapide, quand je suis devant les Willow et termes en termes de vitesse, genre ça marche pas». Et ça m'a fait un petit déclic aussi en mode: «Vas-y, faut arrêter l'actu, faut arrêter d'être impatient et faut faire des vidéos travaillées». Et combien de temps après ce changement, tu as vu les résultats? Est-ce que ça a été direct sur la première vidéo ou, la première elle a peut-être bien marché, mais pas exceptionnelle? Et à ce moment-là, comment tu as fait pour rester sur ce chemin-là, du coup? La première fois ouais, la c'est ça qui est bizarre, c'est que la première vidéo travaillée, elle a grave marché. Je OK. me suis dit: «Putain, je tiens quelque chose» et après ça a arrêté de marcher. Donc Ah, la première c'est ce que j'appelais des mini-films. J'avais fait sur l'histoire de Benzema, pourquoi il est mal aimé en France. Et c'était un sujet qui avait pas été encore fait et là, désormais, il a été fait par, notamment Ali Otom, je crois et j'avais mis Karim Benzema le mal aimé, tout ça. La vidéo, elle avait fait 35 000 vues, alors je devais avoir, 3 000 abonnés, 4 000 abonnés, 5 000 abonnés au grand max et donc je me suis dit: «Putain, je tiens quelque chose, je vais faire plein de vidéos comme ça». J'avais fait une miniature hyper sombre, hyper noire, en mode histoire triste. Donc 2-3 semaines après, après avoir bien bossé, je fais la même sur Matuidi, 1000 vues, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit: «Putain, je pensais que je tenais quelque chose avec un peu de montage et tout, au final, non». Et en fait, bah, c'est comme ça YouTube, c'est des fois tu tires, en plein milieu de la cible et puis la fois d'après, tu tires à côté, quoi. Donc après, toi, faut analyser. Est-ce que c'est parce que Matuidi, il attire moins que Benzema? Est-ce que ma vidéo était moins bonne? Tu vois, je m'en souviens plus ce que je m'étais dit à l'époque, mais je sais que j'étais passé en mode: «Putain, je tiens quelque chose, nouvelle stratégie» et après, tu vois? Même carrément, je mettais des stories et je disais, «Ouais, il y a un bug au niveau des impressions». Je le pensais vraiment, hein. Je disais: «Ouais, YouTube, il recommande pas ma vidéo, je comprends pas les gars, je pense qu'il y a un bug». Et je l'avais supprimée du coup pour la remettre le lendemain en disant: «C'est bon les gars, là j'ai corrigé le bug et tout». Ça avait rien changé, elle avait toujours fait, je sais pas 500 vues à ce moment-là.
Et donc, t'es dans une matrix quand t'es un petit youtubeur, tu crois que c'est la faute des autres, tu dis: «Putain, c'est YouTube, il recommande pas ma vidéo, Complètement. pourtant le topic, il est pas mal». En vrai, c'est toujours de sa faute. Mais c'est toujours plus simple d'en mettre la faute sur les autres, quoi. Mais on a toujours ce raisonnement parce que chez on a souvent avec Rekoma, c'est que genre quand on regarde le panel de notre chaîne Foot Central, on voit full flèche verte et à chaque fois Reko il dit: «Mais je comprends pas, on a full flèche verte, pourquoi, la vidéo elle explose pas? Ton taux de clic il est exceptionnel, ta durée de moyenne de visionnage elle est grave bonne et ça passe pas» et au final, pour identifier ce que tu viens de dire, c'est que, bah, ouais, bah, tu dis c'est beaucoup moins, par exemple dans cet exemple précis, ça a fait moins les gens réagir que Karim Benzema et c'est là, tu peux avoir la même qualité de vidéo sur les 2, bah, au final, Ah, il y en a un, il est polarisant, voilà le c'est mot que ça, je cherchais et l'autre ne l'est pas. tout à fait. Bah, de toute façon, je sais pas combien j'ai de commentaires sur la vidéo, faudrait aller voir, mais je sais que dans ma tête, je dois avoir au moins 50 commentaires, ce qui était beaucoup pour moi à l'époque, de gens qui disaient: «Ah, il est pas français, il est algérien, il aurait dû choisir l'Algérie». Tu vois, des mecs qui leur répondaient, qui disaient: «Il est formé en France, il est autant français qu'algérien, il a le droit de choisir la France». Tu les débats de cons qui n'ont aucun sens parce que le mec est franco-algérien, il a le droit d'avoir une double nationalité, mais dans le foot, tu sais, tu pas le droit apparemment. Et débat de cons et tu sais, ça te fait des commentaires, ça crée de l'engagement et forcément ça marche. Alors que Matuidi, bizarrement, tout le monde s'en fout, je sais même pas de quelle origine il est, s'il est d'origine de la RDC, je ne sais pas où. Tout le monde s'en fout. Bah, ouais, bah, du coup, qu'est-ce que c pour toi, pourquoi ces vidéos, elles ont fonctionné, peut-être à part celle sur Matuidi, mais qu'est-ce qui fait que, ces vidéos-là, elles ont explosé? Parce qu'il y a quand même de la concurrence, là-dessus aussi. Il y a pas Mmh. mal de gens qui font des vidéos histoire foot. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai arrêté au bout d'un moment et je suis passé en gros, c'était dans des périodes fortes et creuses dans le foot. Donc là, on était vers, ouais, décembre, janvier, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, décembre, parce que j'étais revenu pour Noël, en France. Et en fait, ce qui est dur, c'est que, dans le foot, tu es vachement relié, entre guillemets, «aux périodes fortes et creuses». C'est-à-dire, tu un gros match de Ligue des Champions, tu sais que potentiellement tu vas faire plus de vues parce que ça intéresse les gens si tu fais une analyse ou quoi. Mais moi, sur ma chaîne, je me suis dit: «Ma période forte, ça va être mai, août pour le mercato». C'est à ce moment-là que je vais voir si ça va décoller ou pas. Comme je te disais, j'avais quelques milliers d'abonnés, mais très peu. Et en fait, je suis arrivé au mois de mai, je devais avoir, ouais, max de tête 3 000 à 4 000 abonnés ou peut-être 5, grand max, franchement. Et je me suis dit: «Vas-y, là, c'est un peu ma dernière chance», tu vois? J'étais un peu dans la mentale en mode: «Vas-y, personne croit que je vais réussir à monter, on va voir». Et du coup, tout l'été, j'ai charbonné et tu sais, je fais les mercatos parfaits, j'ai fait des vidéos actualités, plus travaillé, tu vois? C'est-à-dire que c'était une actu mercato à 15 h au lieu de sortir la vidéo le soir même comme tout le monde. Moi, je me disais: «Vas-y, je la sors le lendemain ou 2 jours après», plus travailler avec vraiment une vraie analyse statistique et tout. Et puis ça a bien marché. L'été, j'ai fait fois 2 au moins parce que je suis passé à 10 000 abonnés au mois d'août, je m'en rappelle. Et puis pour moi, c'était limite le plus gros palier. Je sais que j'avais vraiment eu l'émotion, tu vois, à passer à 10 000 abonnés. Je sais que j'ai envoyé un message alors que ma famille, ils s'en foutent, hein. J'ai envoyé un message sur mon groupe WhatsApp de famille. Il y a ma grand-mère, il y a ma tante, ça c'est ma famille éloignée, genre je les vois une fois par an. J'ai envoyé, sur les conversations, «Putain, je viens de passer 10 000 abonnés, franchement je suis trop heureux». Il y a mon frère et ma sœur qui m'ont répondu et mes cousines à la limite, mais j'ai ma grand-mère, je pense, elle savait même pas que j'étais sur YouTube, elle me disait: «Qu'est-ce qu'il raconte le petit con?» Mais tu sais, j'étais vraiment ému d'avoir 10 000 abonnés. Donc ouais, ça c'était je sais pas si c'est grâce à ça que ça a marché, mais c'est en grosse partie parce que j'ai fait des vidéos plus travaillées pendant tout l'été. C'était un été où j'étais bien organisé, c'est-à-dire que je partais 2 semaines en vacances, tu vois? J'avais mes vidéos planifiées, c'est-à-dire, le montage, enfin pas le montage était fait, mais le tournage. Et je continuais à faire le montage dans l'avion, tout ça. Alors que par exemple, l'été d'avant, quand je commençais, je sortais pas de vidéo pendant 2 3 semaines, je m'en fichais. Ouais, Et donc là, vraiment, je me suis dit: «C'est l'été où c'est un peu ma dernière chance» et ça a bien marché, tu vois? C'est là où ça a un peu explosé. Et il y a la plupart de mes abonnés fidèles que j'ai maintenant, ils me disent qu'ils m'ont découvert à cette période-là, tu vois? OK. Ouais, comment tu choisis, justement les sujets? Parce qu'à un moment, j'ai eu la même réflexion que toi. Je me suis dit: «Il faut faire des vidéos travaillées» parce que les vidéos actu, bah, déjà, tu es dépendant de ce qui se passe, alors que là, tu contrôles un peu ta vie et tu as un planning et tout. Tu te dis: «Je vais sortir ça, ça et ça». Et moi, je me rappelle, j'avais passé grave du temps sur une vidéo, je me rappelle même plus c'était sur quoi, mais j'avais grave travaillé, ça avait dû faire, 10 000 vues ou un truc comme ça. OK.
Et je me suis dit: «Bah, en fait, je fais un débrief, de je sais pas quoi, je me casse pas la tête, je fais 10 000 vues aussi». Donc je me suis dit: «En fait, je perds, je sais pas combien de jours à faire un montage et je fais quasiment les Ah, mêmes vues». Donc toi, comment tu fais pour, choisir des sujets et être sûr, entre guillemets, que ça va plus ou moins fonctionner? Parce qu'on peut jamais être sûr, que ça va exploser, mais avoir un minimum. Parce que moi, je sais que cette vidéo-là, elle m'avait grave fait sortir, du truc vidéo travaillé parce que je me suis dit: «Je perds du temps». Et au final, ça explose pas alors que j'avais probablement juste mal choisi le sujet, je pense. ouais, bien sûr. Bah, je pense que c'est assez connu comme astuce, mais moi, j'avais entendu ça sur une vidéo, je crois, de Joyka, un gros youtubeur, et qui disait, en fait, quand tu sors une vidéo, qu'il expliquait un peu son parcours aussi. C'est en fait, quand tu sors une vidéo, il faut vraiment que tu te dises qu'il faut que tu t'en sois fier. C'est-à-dire que si quelqu'un, en parle à côté de toi, il faut que tu sois limite content qu'il en parle. Et moi, en fait, mes vidéos avant, genre actu, tout ça, par exemple, CR7, quitte Manchester United, je mettais, bah, tu la mets à côté de moi, déjà ça me gêne, c'est normal parce que j'aime pas quelqu'un regarde mes vidéos à côté de moi. Mais quelqu'un me disait: «Ouais, j'ai vu ta vidéo sur CR7, c'est cool». Limite, ça m'étonnait parce qu'en vrai, il y avait rien de travaillé, je parlais juste devant la caméra et tout. Et en fait, c'est pas du contenu que j'apprécie moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour tous les mecs qui marchent, qui font ça. Mais, moi, je clique jamais sur une vidéo si c'est un mec qui est en facecam, qui parle pendant 20 minutes et qui me raconte le match que j'ai vu il y a 1 heure sans me donner, des preuves visuelles ou quoi. Ouais, Moi, c'est pas le truc que j'aime. Et donc en fait, je suis passé dans une mentale en mode: «Faut que la vidéo que je fasse, ça soit une vidéo que je puisse regarder en tant que viewer si on me connaissait pas». Ça, c'était le premier truc. Le deuxième, c'est si la personne me connaît pas, faut qu'elle ait des chances de s'abonner. C'est-à-dire qu'elle se dise: «Putain, en vrai, il fait du bon taf, je le connais pas. Vas-y, je lui donne un peu de force», je sais que les gens, ils vont jamais se dire: «Oh putain, exceptionnel, c'est pas de la science-fiction que je fais, hein, c'est pas Star Wars», donc ils vont pas se dire: «Waouh, le truc de fou». Mais j'ai envie qu'ils se disent: «OK, il a l'air cool, franchement, il fait du bon taf, vas-y, je donne de la force, je m'abonne». Et le troisième truc, quand je fais une vidéo pour me dire ce qui va marcher, c'est que quand j'ai une idée de vidéo, heu, tu vois, j'ai un bloc-notes où je me note toutes mes idées. À côté, je réfléchis toujours à une idée de titre et de miniature. Et si je vois que la miniature, j'arrive pas à l'avoir en tête, ni le titre, forcément, faut y réfléchir un peu. Faut pas se poser au bout de 30 secondes, mais tu peux, réfléchir 10-15 minutes. Si tu pas de miniature qui te vient en tête ou quoi, c'est peut-être que le concept, il a pas marché sur YouTube. Potentiellement, il peut marcher sur TikTok, puisque sur TikTok, tu pas de miniature, par exemple. Donc voilà, je réfléchis comme ça, je me dis: «Faut que j'en sois fier, faut que ça soit quelque chose que je puisse regarder, que les gens puissent s'abonner. Il faut que j'ai un titre et une miniature qui me viennent instinctivement». OK, bah, c'est très clair. Sur une vidéo comme ça, c'est quoi ton organisation type, entre guillemets, de du moment où tu as l'idée jusqu'à la publication? Comment toi tu travailles? Bah, des fois, j'ai l'idée, mais je fais la vidéo 3 mois plus tard, mais on part du principe que j'ai l'idée et que je la fais rapidement. Donc si j'ai l'idée, là, par exemple, on est mercredi, je me dis: «OK, semaine prochaine, je peux faire ça». Je me note l'idée. Le début de semaine prochaine, parce qu'en général, j'ai quand même un peu d'avance sur mes vidéos. Début de semaine prochaine, je fais toutes les recherches, toute l'écriture. Ça me prend une journée complète. Donc, maintenant, c'est mon travail à plein temps, donc je peux me permettre, tu vois, de faire une journée d'écriture. Et forcément, quand c'est pas ton taf à plein temps, c'est plus compliqué, donc j'aurais pas trop de conseils là-dessus. Peut-être dans les transports et cetera, faire des recherches et tout. C'est forcément une galère. Donc ouais, une journée complète d'écriture en général, de recherche. Le tournage, bon, par exemple, le lendemain, ça me prend les vidéos, elles sont assez courtes en vrai. Elles font par exemple, je sais pas, de 15 à 30 minutes, mais un tournage, ça peut me prendre 1 heure et demie, tu vois? C'est-à-dire que je suis très minutieux. Des fois, je dis la même phrase 5 fois parce que je me dis: «Attends, j'ai pas aimé comment je l'ai dit». Je suis très, je sais pas si je devrais le dire ça, parce que peut-être ça va les gens, ils vont s'en rendre compte maintenant, mais je suis très chiant, mon intro, je peux la refaire 4 fois et puis au final, au montage, je me dis: «Ah non, en fait, c'était la première version qui était mieux». En fait, je me laisse toujours le choix de pas toujours, pas sur toutes les phrases, mais sur les trucs importants, l'intro, sur un moment où je vais annoncer quelque chose, d'impactant. Je vais toujours faire plusieurs versions et au montage, je garde la meilleure. Comme, quand tu regardes un film, le mec, il a fait 800 fois la scène en plus Ouais. et ça te dérange pas, même si tu le sais au fond de toi. Et puis après, il y a le montage. Le montage, ça me prend 2-3 jours en moyenne. Pour mes vidéos, en ce moment, je suis sur une moyenne de 25 heures de montage. Donc, si je travaille, 8-9 heures par jour, ouais, ça fait 2-3 jours de montage. Des fois, forcément, tu débordes sur la nuit. Et avant, je me forçais à sortir 2 vidéos par semaine, depuis que c'est mon travail à plein temps. Et en fait, tu sais, je m'en sortais pas.
Je faisais des nuits blanches, et cetera. Donc maintenant, même si je me dis: «C'est une vidéo tous les 5 jours, 6 jours au lieu d'une vidéo tous les 2-3 jours», ça me dérange pas et au final, je vois que les résultats ça change au niveau de ma monétisation, de mes revenus, et cetera, ça change rien. Donc je pensais qu'en sortant un peu moins de vidéos, j'allais, perdre de l'argent. Au final, peut-être que je fais de plus en plus de vues, donc ça s'équilibre et ça me permet d'avoir, plus d'équilibre sur ma vie, personnelle, tu vois? D'aller pouvoir si un mec me dit: «Vas-y, il est 18:00», ça te dit, je finis le travail dans une demi-heure, ça dit: «On va boire un verre». Avant, je dis: «Mais attends frère, moi je vais pas finir avant 21:00». Maintenant, une fois sur 2, je me dis: «Vas-y, en vrai, j'ai le temps». Même si ma vidéo, je devais la sortir mercredi midi, si elle sort, jeudi soir, en vrai, est-ce que ça change quelque chose? Donc voilà, Donc au final, pour une vidéo, ça te prend 3 jours de montage, une journée de recherche, c'est ça. heu et du coup, ça te fait pour avoir une vidéo du début jusqu'à la fin, ça te prend à peu près 4 jours. Ouais, en moyenne, je dirais 3-4 jours, ouais. Parce que le montage, des fois, prend 2 jours, des fois 3 jours. Mais ouais, c'est pour ça que, tu vois, s'il y avait des semaines à 8 jours, je pourrais faire 2 vidéos par semaine. Ouais, là, c'est pas possible. Voilà. Du coup, là, tu as parlé du fait d'avoir une «équipe» entre guillemets avec ton pote. Est-ce que tu penses continuer là-dessus, au fil du temps quand ta chaîne elle va évoluer? Peut-être prendre un monteur et cetera? Ou est-ce que toi tu kiffes, faire le montage? Ou est-ce que tu te dis, «Bah, écoute, avec l'argent que je gagne, si je passe la vidéo à un monteur, bah, justement je peux maintenir la qualité que tu aimes tant et peut-être sortir 2 vidéos par semaine»? Ouais, bah, c'est exactement la période dans laquelle je suis. Moi, là, je commence à prendre, un stagiaire par trimestre, donc des stagiaires de 1 mois et demi, 2 mois grand max, que je rémunère, c'est en fait les stagiaires en dessous de 2 mois, tu es pas obligé de les rémunérer et moi, je suis jeune, il y a pas longtemps, j'étais stagiaire, tu vois, encore dans mes études, donc je sais que quand tu es rémunéré, c'est mieux, même si c'est pas grand-chose forcément, je suis pas Squeezie, donc je donne à hauteur de ce que je peux, mais Ouais. ça motive toujours, je trouve, que tu saches que tu gagnes un petit truc. C'est des mecs, c'est leur premier stage, là, j'en ai eu donc 2 pour l'instant. C'est des mecs qui vont m'aider donc en tout ce qui est, montage TikTok et recherche de vidéos, recherche de concepts, écriture de vidéos. Là, ça fait donc ouais, ça fait 4 mois que j'ai commencé à avoir des stagiaires. J'en ai eu un pendant quasiment 2 mois et là, le 2e, il vient de commencer cette semaine et donc voilà, ça m'aide et j'ai commencé à travailler avec un monteur vidéo aussi. Là, sur une vidéo là qui a battu le record de ma chaîne, comme quoi, tu vois? Des fois, ça paye de passer avec des monteurs vidéo. Ça me coûte quelques centaines d'euros et la vidéo, elle a fait 140 000 vues pour le moment, donc elle m'a rapporté plus que, ce que j'ai payé le monteur. Ah, c'est la vidéo Désiré Doué? C'est ça. Désiré Doué, je suis passé avec un monteur professionnel, du coup et puis, en fait, on s'est super bien entendu et cetera. Lui, il kiffe mon contenu, il regardait déjà avant un petit peu, donc je pense qu'on va continuer à bosser ensemble. Mais c'est pas gage de réussite de passer avec un monteur parce que en vrai, moi, la vidéo, je la kiffe, tu vois? Comme je t'ai dit, il faut que je sois fier de ma vidéo, là, j'en suis fier. Mais la durée de visionnage, tu vois, elle est assez classique par rapport à mes autres vidéos. C'est-à-dire que si tu réfléchis qu'en statistiques, tu te dis: «Attends, je lui donne ça me coûte de l'argent, au final, ma durée de visionnage, elle est comme une autre». Mais bon, moi, je suis plus en mode, comme je t'ai dit, il faut que la vidéo, j'en sois fier. C'est quand même un truc où tu passes plusieurs jours dessus et ça me permet quand même, lui, il a travaillé une semaine quasiment dessus. Moi, j'ai pu, pendant ce temps-là, travailler sur une autre vidéo travaillée. Forcément, du coup, l'autre vidéo que j'ai fait plus travailler, bah, j'ai eu plus de temps pour la faire, donc elle a mieux marché aussi. Donc, tu vois, c'était mon mercato parfait de Red Bull, de Red Bull, Ouais, du Paris Paris FC, FC? pardon, avec le projet Red Bull. Donc j'ai pris plus de temps à la faire que d'habitude et là, tu vois, elle marche bien aussi. Donc ouais, c'est un cercle vertueux quand tu passes avec, quand tu externalises un petit peu, tu as plus de temps. Forcément, ça te coûte de l'argent. Donc c'est compliqué parce qu'on gagne pas des milliers et des cents sur YouTube, quand tu es un petit créateur, donc faut jauger, mais je pense, je vais continuer à faire au moins une vidéo par mois avec un monteur. Parce que ça me donne un peu plus de temps et si ça peut permettre aux vidéos d'être encore plus quali de temps en temps, c'est cool. Ouais, bah, je pense qu'on est sur le même trajet que toi en ce moment parce qu'il y a une vidéo que j'ai repris le montage hier après, je sais pas, faire 4 5 mois sans la travailler et au final, le temps de production, il est énorme. Genre, il y a une vidéo, j'ai eu une idée, je crois on était en octobre parce qu'à l'époque, on a dit qu'on allait faire des vidéos histoire un petit peu sur la chaîne pour varier avec l'actu quand il y a pas d'actu et du coup, je me suis dit: «Ah bah, j'ai une idée, je vais la faire» et du coup, je l'ai commencé, première semaine et tout et après, je sais pas, je suis revenu, sur la gestion «day to day» entre guillemets de la chaîne
et je suis jamais revenu dessus et là, hier, j'ai repris, mais au final, c'est trop long pour sortir une vidéo là. Je vais Ouais. devoir chercher un monteur. Ah, les vidéos histoire, c'est les plus durs, hein. Tu mets tellement de tripes dedans, tellement de recherches. Tu vois, si elle fait 10 000 vues au final, forcément, tu déçu, mais faut réfléchir en mode, tu te dis peut-être que sur les 10 000 vues que tu as fait, tu fait comme tu m'as dit tout à l'heure, tu as 10 000 vues hyper travaillées ou 10 000 vues avec un débrief. Tu te dis: «Putain, niveau stats, j'ai autant d'abonnements, j'ai autant de vues, autant de commentaires». Et peut-être que sur les 10 000 personnes qui ont regardé ta vidéo travailler, même si, y a tu pas eu plus d'abonnements ou quoi, peut-être qu'ils sont repartis avec un sentiment de: «Putain, c'était vraiment cool», et que la prochaine fois, ils vont cliquer sur une autre vidéo parce que tu les as impressionnés la dernière fois. Là où avec un débrief, ça se trouve, tu fait autant de vues, mais les gens, ils vont jamais revenir parce que ça reste un débrief. Ils se disent: «Ouais, ça m'a pas Ouais. transporté, quoi». Et ça, tu peux pas vraiment le savoir. Tu le sais juste au retour des gens, si tu envoies des messages: «Putain, j'ai kiffé la vidéo», tout ça. Tu te dis: «Peut-être que j'ai amélioré, entre guillemets, mon image de marque, peut-être que j'ai amélioré un peu ma visibilité sans m'en rendre compte grâce à une vidéo travaillée, même si elle a fait le même nombre de vues qu'une vidéo classique». Ouais, mais justement, on va parler de l'algorithme. Quelle est, entre guillemets, ta compréhension actuelle de l'algorithme? Parce que comme, pas mal de gens ne comprend pas forcément. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire sur YouTube aujourd'hui pour se démarquer? Selon toi, parce que tu auras pas la réponse parce que tu es pas développeur chez YouTube, Mmh. mais selon toi. Pour se démarquer, j'essaie de ne pas être trop bateau dans ce que je vais dire, quoi. Parce que pour se démarquer, moi je dirais comme tout le monde te dit en ce moment, c'est de faire du contenu, vertical, d'aller sur, TikTok et de faire des YouTube Shorts et d'espérer créer une communauté et cetera. Surtout pour les mecs drôles et tout, je pense que c'est le mieux. Parce que si tu veux faire de l'humour sur YouTube, directement en format, YouTube, je pense que c'est impossible. Nous, dans notre niche, dans le foot, comment tu veux te démarquer? Il y en a qui vont faire la stratégie de monter une communauté, comme je t'ai dit, sur TikTok ou sur Twitter. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis un fan de YouTube. Je voulais absolument avoir une communauté sur YouTube. Comment je me suis démarqué? Faire un truc visuel, faut que ça soit aussi beau qu'intéressant. Faut que tu aies des sujets originaux. Par exemple, moi, je te prends l'exemple, j'ai une vidéo ma première vidéo qui a vraiment cartonné, si je dis pas de bêtises, c'est, Mmh. que sont devenus les anciens Titi du PSG. Ça avait Ouais, jamais été fait sur YouTube. Pourtant, c'est pas un tu sais, c'est un truc, c'est un peu ça touche à une trend parce que les «Que sont-ils devenus» de Seb Lafrite et cetera, ça marche super bien. Donc faut que tu trouves un sujet un concept qui va parler aux gens, mais en même temps, qui n'a jamais été fait. Et YouTube le dit lui-même, quand tu fais un sujet qui n'a jamais été fait, tu as plus de chances d'être poussé dans l'algorithme. Mais faut que ça soit quand même un truc qui soit un peu dans la mode. Donc, tu vois, tu peux regarder, par exemple, ce que font les gros youtubeurs et détourner un petit peu les sujets. Par exemple, qui est l'imposteur de Squeezie? J'ai vu qu'il y a pas longtemps, il y a un mec qui a fait, qui est le supporter de l'OM parmi les supporters du PSG? Vous l'aviez fait aussi à un moment, non? ouais, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ça, c'est un super concept. Tu prends un truc connu, mais tu le mets à ta sauce et ça a jamais été fait sur le papier puisque c'est fait à ta sauce. Moi, je dirais ça. Je dirais toujours s'inspirer des trends. C'est le conseil le plus bateau du monde, les gars. C'est là, je révolutionne rien du tout, mais tu t'inspires des trends, tu t'inspires de ce qui marche et tu essayes de créer un concept par rapport à ça et de créer quelque chose de nouveau par rapport à quelque chose qui existe déjà. C'est le principe de plein de choses dans la mode, dans la musique, le rap à la base, c'est pas une musique qui vient enfin le hip-hop à la base, ça vient du blues, ça vient du jazz, ça vient de la funk. Hop, ça a été mixé pour en faire une nouvelle sauce. C'est ça dans tous les domaines, en vrai. Ouais. Et du coup, après tout ça, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, qui veut abandonner parce que ça ne prend pas tout de suite, en fait? Abandonne, mec. Laisse-nous le rinter. Non, je Grave. rigole. Mais grave. Non, bah, alors, en vrai, des fois, tu sais que des fois, on dit toujours: «Faut jamais abandonner». Je te jure que des fois, faut se dire qu'il faut abandonner. Ça, j'ai l'impression que personne n'en parle, mais en fait, quand tu abandonnes un projet, c'est peut-être aussi parce qu'il y en a un autre qui va sourire derrière. Moi, si ma chaîne YouTube, elle continue à faire 500 vues, j'aurais abandonné et c'est pas mal. C'est pas forcément un mot négatif d'abandonner, d'arrêter un projet. Faut savoir aussi se dire: «Bah, attends, là, j'ai essayé trop longtemps, ça ne fonctionne pas comme je le voudrais». Peut-être que c'est le moment de fermer cette page et que, ça va potentiellement m'ouvrir un nouveau livre par la suite, je sais pas. Mais en fait, être trop têtu, avoir trop d'ego, de toute façon dans tous les domaines de la vie, si tu trop têtu, si tu trop d'ego, tu te dis: «Non, je vais y arriver, je persiste». Bah, des fois, c'est peut-être parce que tu pas sur la bonne route et tu continues tout droit et peut-être que, vas-y, il faut prendre une sortie à un moment et que ça va t'emmener sur un autre chemin, sur un autre périphérique et tu vas dire: «Putain, enfin j'arrive à destination». Il y a des mecs qui font de la musique, je sais pas, ils faisaient du rap,
pendant des années ça marche pas. Et là, ils vont persister, ils vont persister. Il y en a 1 sur 100 pour qui ça va marcher. Et il y en a, ils vont arrêter. Et puis 2 ans après, ils se retrouvent à être réalisateurs de films. Ils auraient jamais été réalisateurs de films s'ils avaient continué le rap avant. Donc des fois, il faut savoir se regarder en face et se dire, j'arrête et je suis pas un loser si j'arrête. Pour moi, c'est limite plus courageux de se dire, vas-y, j'arrête, j'annonce que j'arrête partout, plutôt que de continuer dans ta routine de, vas-y, ça marche pas, de continuer à être frustré. Il faut du courage pour savoir arrêter quelque chose. C'est comme une relation qui marche pas, limite. T'es Ouais. avec une femme, ça marche pas. Tu dis, soit je persiste, peut-être que ça va marcher un jour, mais des fois, il faut savoir se dire, si on arrêtait. Ça demande du courage. Elle en pense quoi, ta femme, toi? Bonne question. Non, mais complètement, parce qu'on en parlait juste avant le début du podcast, à propos de Recoba bah, du coup, il a décidé d'arrêter ici pour se concentrer, sur, son autre chaîne, enfin sur ses autres chaînes parce qu'on a des chaînes en commun aussi Ah, et moi, c'est une réflexion que j'ai aussi parce que je me dis, voilà, tu as 2 chaînes à côté qui fonctionnent pas mal. Tu as celle-là qui, bon, elle est un petit peu bancale. Est-ce que je perds pas trop d'énergie ici que je pourrais, mettre de l'autre côté, qui pourrait faire les choses avancer plus vite de l'autre côté, parce que déjà ça avance bien, bah, ça pourrait avancer encore plus vite. ah. Mais il y a juste le côté, business dans ma tête qui me dit, c'est pas très sécuritaire de mettre tous ses œufs dans le même C'est vrai. panier. Donc en même temps, je me dis: «Bon, je vais essayer peut-être de rester un petit peu, diversifié». En même temps, je me dis: «J'aime bien faire ça aussi», parce que c'est toujours un plaisir d'entendre des créateurs et surtout, bah, ça m'apprend C'est plein de ça. choses aussi que je peux utiliser tous les jours. Mais, je t'avoue que je me rappelle quand Rico il m'a dit que j'arrête et je me concentre sur ma chaîne, ma réaction c'était exactement pareil. C'était, bah, en fait, tu es courageux parce que moi, pour l'instant, j'ai pas encore eu le courage de le faire, mais toi, tu as réussi, donc c'est exactement ce qu'on s'était dit. Bah, après, toi, ça reste un projet à côté où tu prends du plaisir. Pour moi, tu vois, par rapport à cette situation-là, je te dirais, bah, en vrai, continue si tu kiffes et que ça te prend pas trop de temps. Parce qu'il faut aussi voir le rapport temps, pas argent, mais temps et ce que ça t'apporte comme valeur ajoutée. Et déjà, prendre du plaisir, c'est déjà bien, tu vois. Quand tu vas faire du sport ou quoi que ce soit et que tu prends du plaisir, même si ça te prend du temps, si tu prends du plaisir, c'est important. Ça te fait rencontrer du monde et tout, mais si c'est ton activité principale, par exemple, je pense à quelqu'un qui va arrêter son travail, qui a eu ton chômage, qui va se dire: «Vas-y, j'ai 1 an pour réussir» et au bout d'1 an, il se rend compte que ça marche pas. Bah, tu sais, des fois, c'est mieux de se dire: «Ah, c'est peut-être le moment de» tu t'étais dit 1 an, c'est peut-être le moment de te dire: «Mec, là, faut que tu arrêtes et que tu réfléchisses à un autre chemin» et je pense que c'est plus simple de se dire: «Vas-y, ça fait 1 an, j'ai pas fait 1 an pour rien, je continue» et cetera. Des fois, en vrai, il y en a plein des success stories où au bout d'un moment, ça marche, un truc qui va faire que ça s'accélère. Tu sais, c'est le mème du mec qui creuse et devant il Ouais, y a un diamant. exactement. Mais des fois, il y a pas de diamant. C'est-à-dire que tu peux continuer à creuser, tu peux te dire: c'est ma destinée», mais je pense que c'est parce que tu pas le courage ou j'allais te le dire, mais ouais, tu pas le courage de te dire: «Vas-y, il faut que j'arrête». C'est très important et je crois qu'il y a un grand milliardaire qui avait dit ça la dernière fois. Il a dit: «En fait, si je suis là, c'est parce que, j'ai eu le courage d'arrêter, plein de choses, Ah ouais, bah, tu vois? avant» et C'est ça. Ça il y a des trucs, je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai passé 5 ans dessus, bah, c'est pas grave, pour moi, ça fonctionnera pas» et après, il a trouvé des trucs qui ont fonctionné donc c'est dur, hein, parce que, tu sais, on se met tellement de pression sur nous-mêmes, surtout dans les trucs comme ça créatifs, entrepreneurial. Alors que les autres, si tu leur dis que tu tu vois, bah, ils vont pas te voir comme un loser, mais tu as l'impression d'être un loser si tu arrêtes. ouais, tout à Mais fait. mec, il y a pas de souci, que c'est moi, regarde, à l'époque, j'avais arrêté ma chaîne YouTube aussi, hein, quand j'étais au lycée. Il y a pas de ouais. Maintenant, je suis devenu Squeezie, tu vois? Enfin, je rigole. Mais il y a pas de mal à arrêter un projet et personne m'avait vu comme un loser, frère. Enfin, limite, les gens me voyaient en mode, putain, du coup, les gens tu au lycée, les gens se moquaient un peu de toi vite fait. Je me faisais pas harceler, hein, doucement, même si Ouais. aucun ah si, en vrai, il y en a qui vont dire que c'est de l'harcèlement, mais moi, c'était toujours, sous le ton de la rigolade, c'est juste ça nous saoulait, quoi et ben, limite, il y en a qui m'auraient dit de continuer pour pas leur donner raison. Que, bah, tu vois, limite, si t'arrêtes, t'es plus vu comme un mec courageux parce que, tu t'en fous un peu de ce que les autres vont penser, tu t'arrêtes et il y en a d'autres qui vont te dire: «Bah non, si tu continues, ça veut dire que tu t'en fous de ce que les autres pensent» et moi, c'était en fait, faut penser à soi et si ça te rend «triste» entre guillemets ce que les gens pensent, bah, c'est mieux d'arrêter, c'est pas fait pour tout le monde. Alors que tout le monde va te dire: «Non mec, faut continuer, faut être comme Michou et Inoxtag». Mais la réalité, c'est que c'est pas fait pour tout le monde d'encaisser des choses, c'est pas tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, quoi.
Et c'est pas parce que t'échoues dans un projet entrepreneurial que tu vas échouer dans le suivant. Comme le milliardaire a dit, je sais pas qui c'est, hein. Je crois que c'est Steven Bartlett, mais je suis pas sûr. Ok. Heu, quels sont, tes objectifs aujourd'hui? Objectif, j'en ai sur plein de domaines variés Pas déjà. sur YouTube. Sur YouTube, avoir 100 000 abonnés, hein, forcément. J'ai envie d'avoir mon trophée. En fait, dans ma tête, je sais que c'est bête, hein, parce que ça reste très. C'est un chiffre, quoi, que ce soit 99 000 ou 101 000, ça change rien. En fait, d'avoir le trophée, je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais signé mon premier contrat professionnel comme quand t'es footballeur, quoi. Je trouve que c'est un beau. Ça m'a toujours fait rêver quand j'étais petit. Je regardais les Psycho 17, les Vinsky et tout. J'avais 11 12 ans et je les voyais les mecs passer les 100 000 abonnés et recevoir leur trophée. C'est vrai que ça les rendait heureux. Moi, ça reste un objectif. Et j'ai toujours du mal à me présenter comme youtubeur aux gens quand c'est mon métier et quand ils voient que j'ai 50 000 abonnés. J'ai un truc au fond de moi en mode, vas-y, même s'ils me disent que c'est trop bien et tout, j'ai l'impression d'être pas youtubeur professionnel alors que c'est mon métier quand même. Alors que quand t'as 100 000, j'ai l'impression que ça te met un truc en mode, vas-y, tu peux assumer, tu peux dire aux gens que t'es youtubeur, tu peux. Donc voilà, je dirais 100 000. Après, trouver encore plus un équilibre vie pro, vie perso sur YouTube, ça reste un objectif par rapport à YouTube. C'est-à-dire que travailler, être plus efficient, tu vois? Même si c'est impossible, tu vois, il y a des semaines où je travaillais 70 heures, 80 heures. J'aimerais bien me rapprocher plus d'un 50 heures, d'être un peu travailler 6 jours sur 7, pas forcément 7 jours sur 7, des choses comme ça. Et après, augmenter mes vues, augmenter, ma communauté, avoir une vraie communauté fidèle. De toute façon, ça, c'est le but de tout le monde, je pense. Quand vous avez reçu d'immigrés parisiens, vous avez reçu, des mecs comme ça qui sont hyper, qui ont une communauté fidèle. L'immigré parisien, par exemple, Yanis, je l'adore, il pourrait allumer la caméra et dire pipi caca pendant 10 minutes. Je te jure, il fait minimum 50 000 vues, minimum. Et il a 8 000 personnes dans les commentaires qui vont lui dire ah, j'étais mort de rire. Moi, je te jure, C'est vrai. là, actuellement, je fais pipi caca pendant 10 minutes, je prends 3 000 désabonnements et c'est fini, quoi. Donc, toi, avoir une vraie communauté, c'est un plaisir, quand même. Et du coup, tu vois ta chaîne, dans 5 ans? Dans 5 ans, ça se trouve, dans 5 ans, je ferai plus ça, hein. C'est vrai. Possible. Dans 5 ans, j'aimerais bien que ma chaîne, ça soit un peu une référence dans le divertissement football un peu. C'est-à-dire que t'as des vidéos un peu où t'apprends des choses, mais des vidéos vraiment tu te marres, où t'as des concepts, tu rigoles bien. Plus de vidéos, tu vois, studio, et cetera. Moins de vidéos, j'en fais des vidéos studio de temps en temps, mais c'est pas dans mes studios à moi forcément. C'est quand je vais chez des gens, et cetera. Mais ouais, plus un truc, professionnel, moins podcast comme je fais là, solo devant ma caméra. Même s'il y en aura toujours, je pense, parce que j'aime bien aussi. Mais ouais, un truc un peu plus travaillé, un peu plus professionnel, tout simplement, avec une équipe, 2-3 alternants qui m'aident, des trucs comme ça, quoi. En fait, tu veux devenir, genre type, Squeezie et tout ça, du foot, quoi? Ah oui. Pas forcément à ce point-là, mais tu vois, dans l'idée, ouais, avoir, toi, des invités, t'arrives, t'as une vidéo studio, tu dis: «Aujourd'hui, j'ai un concept», il y a Samir Nasri qui vient, enfin, tu vois, des trucs, un truc comme ça, moi, c'est ce que j'aimerais regarder, je pense, dans quelques années. Après, forcément, 5 ans en arrière, enfin, ça, c'est tellement dur, en vrai, 5 ans. Il y a 5 ans en arrière, j'étais même pas sur YouTube. On était en plein confinement il y a 5 ans, donc ça se trouve, dans 5 ans, on sera juste confinés, je ferai des live Twitch, en fait, on sait pas. C'est possible, tout est possible après ce qu'on a vécu en 2019, pourquoi pas? 2020. Moi, ça a commencé fin 2019, il me semble. Décembre 2019, Ouais, si mais je en me rappelle France, bien. ça commence à être la merde en mars 2020. C'était à mon Ah, OK. anniversaire, je me rappelle. OK. Très bien. Ouais, c'était joyeux anniversaire en retard et puis, puis merci d'être passé Berk, ce fut un podcast très, très intéressant. Mec. Où est-ce que les gens ils peuvent te trouver? Bah, déjà, YouTube, on va dire en sens des priorités YouTube, Instagram, TikTok. Donc BR10-foot, BR10-football, ça dépend des réseaux, mais si on mettait BR10-foot, vous me trouvez forcément. Et puis après, il y a Twitter, mais Twitter, ça reste assez. C'est un loisir pour moi, c'est pas professionnel. Et puis voilà, merci beaucoup, Nix. Les gars, n'hésitez Avec pas à grand vous plaisir. abonner à toutes les chaînes de Nix. C'est un très bon mec. C'est-à-dire que c'est un businessman, et cetera, mais c'est un gars très, très gentil dans la vraie vie, qui m'a beaucoup aidé, qui a aidé plein de gens, dans le monde du YouTube foot et qui mérite plus de reconnaissance. Donc merci Merci beaucoup, beaucoup, ça Nix. fait plaisir.
Avec grand plaisir. Likez, abonnez-vous à Créateur de Succès et abonnez-vous aux chaînes de Berdus aussi. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras aussi celle sur Esprit Dog, comment ils ont construit un empire à partir de leur passion pour les chiens, ou celle de Alex de Castro qui vit de sa passion pour le foot, et ça depuis Tokyo. Like et abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes.